Bonjour et bienvenue dans Papa Poule, le show le plus déjanté de la parentalité, qui prend aujourd'hui un nouveau tournant, un nouveau virage assumé, puisque nous allons évoquer les sujets de la parentalité et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois une superstar des réseaux, une personne à qui je dois personnellement beaucoup, mais aussi beaucoup d'argent. Célina Butin-Écart. Bonjour Célina, tu es fondatrice de la tribu Café Couche. Bienvenue. Merci, salut Florian, merci de m'accueillir chez Papa Poule. Merci à toi d'accepter le défi. Les Papa Poules prennent un peu un nouveau virage pour s'intéresser à la parentalité, mais cette fois plus lié avec l'entrepreneuriat, puisque effectivement, on connaît tous les défis, que ce soit pour les mères ou pour les pères qui nous écoutent et qui nous regardent maintenant peut-être en vidéo. Il y a des défis évidemment aujourd'hui pour lier les deux, la parentalité et l'entrepreneuriat, qui sont deux tâches hyper chronophages. Alors Célina, est-ce que tu peux nous présenter la tribu Café Couche? Yes, très bien, mais donc je m'appelle Célina, je suis née le... Non, je déconne. J'ai 36 ans, toutes mes dents, 3 enfants, un mari, une baraque, 2 boîtes à mon nom. Plus pour longtemps, normalement il y en a une qui ferme bientôt. Et donc je suis multipreneur, serial entrepreneur bientôt, je sais pas au bout de combien on pourra dire ça, depuis 6 ans maintenant à peu près. Je suis plus récemment du coup la fondatrice et la dirigeante d'une marque qui s'appelle la tribu Café Couche, la tribu de ceux qui boivent du café et qui changent les couches, soit les parents d'enfants de moins de 3 ans. Et donc la tribu Café Couche, c'est une marque de jeux de société créée sur la vraie vie des parents par des vrais parents. L'idée, en fait, c'est qu'au moment de l'arrivée d'un enfant, en général, les jeunes parents se sentent assez isolés et assez seuls chez eux. Et du coup, nous, on a voulu créer des outils qui ramènent de la joie dans les foyers et qui encouragent les gens, en fait, à se rendre visite. Donc, on crée que des produits physiques. Et du coup, on crée des jeux de société comme par exemple le Yak à Faucon, que tu as testé il y a déjà un petit moment en avant-première, qui est le premier jeu pour s'entraîner à répondre aux commentaires relous des gens. Euh, Parce que quand on devient parent, on a plein de commentaires bien relous. Et ça, je trouve que ce jeu, il incarne bien la dimension de notre mission. C'est que c'est vraiment un jeu, c'est vraiment un produit physique et c'est un jeu vraiment drôle, très simple à prendre en main et facile à utiliser. Et puis c'est un vrai sujet. Les commentaires relous, on en a tous vraiment. Donc en fait, autant l'aborder avec humour, voilà, et le faire en s'amusant entre potes ou en famille ou avec des collègues. Pitch-nous ton jeu, parce qu'on est là sur un public LinkedIn, tu sais. Donc on est là sur du pitch, on est sur des leviers actionnables pour gagner de l'argent entre entrepreneurs. Donc vas-y, donne tout. Ça va, je peux citer des marques ou pas? Bien sûr, personne ne regarde. Donc mon jeu, c'est un peu comme un blanc manger coco ou un jus du cul. Ça se joue à l'apéro, en jeu d'ambiance, en after work, tout ça. Enfin, c'est un jeu très facile à prendre en main. Et tu tires une carte qui a un commentaire relou dessus, qui a déjà été entendu dans la vraie vie. Il y en a 330 dans la boîte, donc tu en as pour un petit moment avant de faire le tour. Et puis après, tout le monde autour de la table doit proposer une répartie. Et c'est la personne qui a tiré la carte qui, de manière complètement antidémocratique, choisit à qui va le point, enfin, quelle est la meilleure, et du coup lui donne la carte, et du coup lui donne un point. Et au bout de 10 points, la partie est gagnée, ou jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si je te donne un exemple, mais il a 2 ans et demi, tu lui donnes encore le sein? Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais, Célina? Eh ben, écoute, je préfère lui donner mon 5 le tien. C'est validé. Je suis un peu surentraînée à la répartie du coup maintenant, hein. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Bon, mais de base, tu as cette fibre entrepreneuriale, je pense. Et d'ailleurs, ça m'amène à ton histoire. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu es à la tête de ces 2 boîtes, que tu fais des jeux de société? Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire et les faits marquants qui t'ont guidé vers l'entrepreneuriat? Alors moi, j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. L'entrepreneuriat des femmes notamment, c'était un non-sujet. Alors ma mère était entrepreneur, freelance, full remote et à la maison. Elle était pionnière, en fait. Elle était méga pionnière. Alors elle te racontera qu'à l'époque, elle avait le fax dans la chambre à coucher et qu'elle recevait des fax d'Asie en pleine nuit qui faisaient démarrer le truc et réveiller toute la baraque. Voilà, moi j'ai grandi avec ce modèle-là d'une mère professionnellement indépendante qui menait sa barque et qui travaillait à la maison. Et c'est pas évident, ça, dans les années 50, quand tu étais jeune, c'était pas répandu. Alors dans les années 50, ma mère n'a pas commencé à bosser dans les années 50. On embrasse maman qui nous regarde.
Oui, j'imagine que c'était pas évident, mais ça a jamais été un sujet. C'était son truc, c'était pour moi, c'était une super façon d'avoir un équilibre. Alors on avait une nourrice ou une babysitter qui venait nous chercher à l'école, qui nous ramenait à la maison, mais on savait que maman était là et que dès qu'elle avait fini de travailler, elle montait de son bureau, qu'elle venait nous voir et en fait, elle était, là sans être disponible ou disponible sans être là, ça dépendait et puis nous ça nous allait bien. C'est un équilibre qui nous allait très bien. Et mon papa, lui, il était cadre dans une grosse PME, ce qu'on appelle plutôt les ETI, entreprises de taille intermédiaire, dans l'industrie. Et il a fini sa carrière en étant dirigeant de cette société. Donc, en fait, moi, j'ai grandi dans le monde des affaires, entre guillemets. Et du coup, bah, c'était normal pour moi d'aller là-dedans. Et le jour où j'ai voulu mettre à mon compte, alors à part mon père qui me disait surtout ne laisse jamais de caution personnelle à la banque, euh, pas tout à fait avec cette voix-là, mais à peu près cette intensité-là. Voilà, enfin ça n'a pas été un sujet. Ils n'ont pas forcément soutenu tous mes projets que j'ai eus. J'en ai eu un paquet avant d'en arriver Comment, papa, maman? à la tribu Café Couche. Mais ils ont reconnu. Enfin, et je pense qu'ils n'ont pas soutenu à juste titre en fait. Ouais. C'est qu'un effet miroir de ce que moi je pensais de mes propres projets. Et puis ils ont reconnu à juste titre que dans les cafés couches, il y avait autre chose derrière et qu'il y avait un Hmm. vrai potentiel de business, du faire du bien, etc. Et donc Ok. depuis, ils me soutiennent tout à fait, très bien. C'est pour ça qu'ils regardent pas tes podcasts. Ils regardent pas mes podcasts. Alors, ils regardent pas mes podcasts parce que je fais pas de podcast. Tu en fais de Euh, plus en plus, Célina. ça fait deux en 2 jours. Mais ils achètent mes jeux. Ils Et achètent tes jeux, ils achètent mes d'accord. jeux et les copines de mes parents, enfin les copines de ma mère achètent mes jeux aussi pour les offrir. Et ça, je suis trop Ok. contente quand je vois leur nom en commande. C'est pour ça que tu es rentable aujourd'hui. Ouais, c'est uniquement les potes de mes parents, tout à fait. D'accord. Ouais, Ok. c'est comme ça. Faites un business uniquement Mhm. basé sur les potes plutôt riches de vos parents. Ok. Donc Et, c'est la bonne et, astuce. et du coup, ok, on a compris d'où vient cette fibre quelque part de naissance, en fait, un petit peu, puisque tu as grandi dans ce milieu-là. Dans ta scolarité, dans ton enfance, ton adolescence, qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui? Est-ce que tu as eu des événements marquants? Ah oui, alors peut-être que tu fais référence, je sais même pas si tu sais ça de moi ou pas, mais en fait moi j'ai grandi pendant mon adolescence aux États-Unis. Oui, elle me l'a dit, hein, mais elle se rappelle plus avoir parlé avec moi. Mais oui, elle me l'a dit. Et donc, oui, j'y fais référence. Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce qu'on fait là? Ben oui, oui, moi j'ai grandi aux États-Unis, donc mon papa était expatrié avec toute la famille quand j'étais ado, quand j'étais en cinquième précisément. Et on a passé 3 ans aux États-Unis en tant que famille expatriée. Et forcément, bah, c'est un âge entre 12 et 15 ans où tu te construis quand même beaucoup. Ouais. Vous étiez où? On était en Arizona. Alors pour ceux qui ne voient pas où est l'Arizona, c'est là où il y a le Grand Canyon. Donc c'est-à-dire là où il y a rien, des déserts, des cactus et un trou. Euh, mais sinon, c'est à côté du Texas. C'est coincé entre la Californie et le Texas. Voilà, et c'est juste au-dessus du Mexique. Bon, et sinon vous tapez Arizona sur Internet et vous trouverez très bien. Google saura vous dire. Mais ça a vraiment forgé ma personnalité dans le sens où moi j'ai pas peur de l'échec. J'ai pas peur de tester des nouveaux trucs. Je suis même plutôt, j'aime bien ça. Et puis je me dis, bah au pire ça marche pas. Alors des fois il y a des fois où ça marche pas, puis c'est un peu plus dur, hein. Mais voilà, ça a beaucoup marqué ma personnalité. Et l'autre chose, c'est qu'aux États-Unis, il y a une notion du giving back qui est de rendre à sa communauté. On considère quand on réussit qu'on a réussi grâce à un collectif, grâce à une communauté, ce qui est plus ou moins vrai, hein, mais on considère que voilà, il y a toute une communauté, tout un village, comme on dirait en parentalité, tout un village derrière soi. Et du coup, on va chercher à rendre à ce village. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat dans un secteur à impact, avec une mission à impact, ça vient aussi de là. T'es rentrée en France, donc, à l'heure où tu étais adolescente, c'est ça? Mon père a terminé son expatriation au bout de 3 ans, donc je suis rentrée en France, j'avais 15 ans à peu près. Et puis, quelques années plus tard, mes parents sont retournés aux États-Unis pour une autre expatriation avec mes deux sœurs. Et du coup, mon frère et moi, on est restés en France, on avait commencé nos études supérieures. Et en fait, du coup, on allait, alors cette fois-ci, ils étaient à côté de New York, donc rien à voir. Mais du coup, en fait, on y allait aussi souvent. Donc, je dirais qu'il y a un laps de peut-être un peu plus d'une dizaine d'années où j'ai vraiment été biculturelle entre les deux. Euh, et forcément, du coup, bah, c'est vraiment resté.
malgré que que j'ai vécu officiellement que 3 ans, entre guillemets, aux États-Unis, quoi. Tu as lancé ta propre boîte, tu disais tes jeux de société, avec la tribu Café Couche. Est-ce que tu as observé quelque chose qui t'a dit, tu t'es dit à ce moment-là, tiens, il y a un besoin dans la société, je peux y répondre peut-être avec mes jeux. Ouais, en fait, la tribu Café Couche, elle naît d'abord par le mot tribu. C'est-à-dire qu'elle naît d'abord par la rencontre de Clémence et moi dans une association d'entrepreneurs. À l'époque, elle est cadre dans un grand groupe de cosmétiques et on devient amis, entre guillemets, en distanciel. Euh, on se rencontre en préparant des ateliers et puis naît en nous cette envie d'avoir un impact un peu plus fort sur le monde, de servir des causes qui nous engagent plus. Et je trouve que moi, je raconte l'histoire de Clémence et moi un peu comme je raconte l'histoire de ma rencontre avec mon mec. C'est-à-dire qu'au début, tu parles de et quand moi j'aurai des enfants, et quand moi j'aurai ferai ci, et quand moi machin. Puis tout d'un coup, progressivement, c'est-à-dire et quand on aura ça. Clémence, ça a été un peu ça, c'est-à-dire que et quand moi j'aurai une boîte qui fait ci, et quand moi je m'engagerai, et quand moi j'ai et puis tout d'un coup, c'est devenu et quand nous, quand on s'engagera ensemble. Et donc, on avait, je pense, cette attirance mutuelle à vouloir travailler ensemble, cette complémentarité un peu évidente. Et on a cherché, en fait, sur quel sujet on voulait s'engager. Clémence était aussi maman. Et finalement, on a cherché plein de sujets. Et c'est un jour, en voyant passer une annonce qui cherchait un développeur. Alors, allez, après, j'ai appris web, mais moi, j'avais compris commercial au début, pour une app pour le postpartum, où je me suis dit, tiens, le postpartum. Euh, J'aurais pu y penser. À ce moment-là, ma fille, donc mon troisième enfant, avait 4 mois, 5 mois. Donc j'étais bien dedans. Et du coup, je fais quelques recherches. Je vois qu'il n'y a rien sur le postpartum, ou en tout cas, il y a très peu. On est début 2022, tout début 2022. Il n'y a pas vraiment d'app. Je vois pas grand-chose en fait. Et du coup, j'ai écrit à Clémence un message WhatsApp un peu ancré dans l'histoire et je lui dis, est-ce que tu sais que 30% des femmes et 18% des hommes font une dépression du postpartum? Et elle me répond oui. Et je lui dis, est-ce que tu sais que le suicide maternel est la première ou deuxième cause de problèmes de santé, enfin le risque de santé pour les femmes dans l'année qui suit l'accouchement? Et elle me répond, oui, je sais. J'ai la femme d'un ami qui s'est suicidée en postpartum. Ouais. Et en fait, c'est comme si à ce moment-là, il y a une sorte de flamme, de feu sacré qui s'éveille en nous et on se dit, OK, là, on sait sur quoi on veut aller. Moi, j'ai 3 enfants, j'ai eu des jumeaux et j'ai fait une dépression à l'issue de mes jumeaux. Je pense qu'au moment où on décide de travailler sur la dépression du postpartum, je suis en train de semi-basculer dans une dépression pour ma fille. Finalement, c'est la pédiatre de ma fille qui va me sortir de là. Mais en fait, c'est vraiment à ce moment-là où on se dit, OK, là, on a trouvé un truc qui fait sens pour nous de nous engager parce que ça nous touche toutes les deux de manière assez différente, mais complémentaire, en fait. Alors sur la maternité, tu en as un peu parlé, on va y revenir tout à l'heure, c'est un gros sujet, c'est un sujet essentiel. Juste pour terminer sur le jeu, sur la tribu Café Couche aussi, aujourd'hui, est-ce que tu estimes que c'est un jeu qui fonctionne bien? Est-ce que tu as des bons retours de tes clients? Est-ce que tu as des anecdotes? Vas-y, dis-nous tout sur ce jeu. Alors, on a plusieurs jeux. On a un jeu pour les entreprises, on a un jeu d'apéro, et puis on a un petit jeu de cartes, et puis on va sortir un nouveau jeu bientôt. J'espère en parler un peu plus après. En fait, l'idée des jeux, ça vient de quand tu fais une préparation au mariage, qu'elle soit laïque ou religieuse, souvent on t'invite à te poser des questions. Et quand tu fais pas cette préparation-là et que tu as des enfants, en fait, tu peux avoir une sorte de phase de préparation de ton couple qui te manque. Parce que dans le quotidien, peu importe d'où tu viens et ce que tu fais, c'est pas tous les jours que tu t'assois et que tu fais et qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à avoir des enfants? Et qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant porteur de handicap? C'est pas vraiment le genre de soirée que tu as envie de passer, quoi. En fait, il y a plein de préparations au mariage qui ont des jeux de cartes avec ce genre de questions. Et en fait, on a voulu adapter ce concept-là à la parentalité. Et donc, on a créé au début un proto avec des questions de couple. Et puis, on s'est rendu compte que les gens ne jouaient pas en couple, mais qu'ils jouaient plutôt entre couples. Et donc, on a bifurqué sur un jeu qui se faisait entre couples et qui provoquait des conversations, mais en toute liberté, quoi. Chacun parle s'il a envie de parler. Le Yaka Faucon, ce que je peux dire dedans, c'est que
Il y a donc 330 cartes de commentaires relous. Je dirais qu'il y en a 325 que j'ai entendues à titre personnel. Ah oui, quand même. Presque un par jour pendant un an, quoi. Je voulais que le jeu fasse 365 cartes pour la symbolique, pour dire que vraiment on en entend tout le temps. D'un point de vue optimisation, impression, c'était pas top. Ça me coûtait beaucoup trop cher parce que c'était des planches de 55. Donc bref, c'était plus simple de faire ça. Bah, peut-être que tu pourras faire le calendrier pour les années à venir de la tribu Café Couche. Oui, c'est une bonne idée ça. On pourrait faire le calendrier des commentaires relous. Le jeu au début, il était prévu sans joker. Parce que je trouvais, enfin, j'avais vraiment envie. La différence, par exemple, avec un blanc manger coco et un jus du cul, ou un topito, etc., c'est que en fait, on te donne des cartes pour répondre. Et tu construis ta réponse à partir des cartes. Et moi, j'avais envie d'une liberté totale, que les gens vraiment se lâchent. Puis je voyais pas bien comment on allait faire des cartes qui allaient donner du sens. Et souvent, bon, ça donne pas de sens, mais c'est pas grave dans le concept. Là, dans notre concept, ça marchait pas quand t'as pas de sens. Donc on n'avait pas de carte joker et puis on a fait des tests et j'avais une copine qui est restée keblo. En fait, elle n'arrivait pas à rentrer dedans, elle n'arrivait pas à rentrer dans le jeu, elle savait pas quoi dire. Et je me suis dit, oh, la pauvre, genre peu cher, comme on dit, Peu cher. peu cher. Et je me suis dit, bah la pauvre, enfin l'expérience de jeu, elle est terrible pour elle, quoi. Elle se rend compte qu'elle sait pas répondre, qu'elle a pas de répartie, et en plus, chaque tour, elle se reprend une claque, genre t'as toujours pas de répartie, toujours pas de répartie. Donc, on a introduit les cartes Joker. Et depuis qu'on a introduit les cartes Joker, en fait, ça permet aux gens qui n'ont pas spontanément de répartie d'utiliser ces cartes et du coup de rentrer dans le bain petit à petit quand il faut. Et en fait, ça fait qu'on voit des progressions incroyables. Un jour, j'ai fait un live avec Amal de Anchor, que tu connais. Et au début, elle galérait à trouver des réparties. Et puis en fait, au fur et à mesure, c'est venu hyper spontanément. Et à la fin, elle gagnait la manche tellement qu'elle nous dégommait, quoi. Et est-ce que tu as des retours de tes clients? Comment ça se passe? Tu as eu un très bon accueil sur ce jeu? Bah écoute, on en a vendu 550 en un mois pendant la campagne de prévente, donc c'est quand même pas dégueu. On a un très bon accueil. En fait, ce qui est très surprenant, c'est qu'on a le jeu, il est utilisé dans plein de contextes différents. Ça, c'est vraiment pour nous, c'est un peu incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé un jeu assez léger, enfin voilà, comme un blanc manger coco, vraiment simple, facile. Et on se retrouve à avoir le jeu qui est acheté par des entreprises pour mettre dans des packs naissance, par des gens qui jouent entre eux, des fans de jeux de société qui jouent entre eux, par des gens monsieur tout le monde, tu vois, monsieur madame tout le monde, qui juste aiment bien faire un cadeau de naissance un peu original, par des accompagnantes périnatales qui l'utilisent pour faire des groupes de parole. Et plus récemment, j'ai appris que le jeu était utilisé dans des structures de soutien aux familles en grande misère sociale. Ça m'a beaucoup touchée. Dans une maison des familles, ça s'appelle. Euh, Ils utilisent le jeu pour que ces principalement femmes déconstruisent des mythes qu'elles ont autour d'elles. Alors, ils ne respectent pas forcément les règles du jeu, mais ils se servent de ce support, enfin, du support des cartes pour déconstruire des mythes sur ce qu'elles doivent faire ou pas faire. Et en fait, j'en ai rencontré à la fois des personnes qui utilisent ce jeu pour accompagner les femmes, et à la fois j'ai rencontré une femme qui est dans cette situation-là et enfin, qui utilise je sais pas comment dire, qui joue dans la structure à ce jeu. Et en fait, c'est bouleversant. Enfin, c'est bouleversant de te dire que tu as fait que un jeu de société. Et en vrai, ça a un impact incroyable, quoi. Du coup, tu parlais rapidement de ton prochain jeu par rapport au réarmement démographique. Avant qu'on passe à la partie maternité, qui est quand même essentielle, comme je disais, dis-moi un peu qu'est-ce que va être ce jeu. Eh bien, il va être, j'espère bientôt sponsorisé par la CAF. Non, ça faudrait pas que ce soit la CAF. Il faut que je trouve. En vrai, il faudrait que je le fasse. En vrai, il faudrait que j'écrive au ministère de je ne sais quoi en leur disant, écoutez, regardez le jeu que je sors. Franchement, je veux un petit réel avec Macron. Je suis pas sûre que ça dope mes ventes. Ouais, peut-être je vais pas le faire. Ça dépend des périodes. En ce moment, c'est pas la bonne période, on va dire. Donc le jeu s'appelle le collet serré. Mhm. Et il a pour objectif de faire ce que son nom indique. Et alors, petit bonus sur le nom, c'est que c'est Monsieur Florian ici présent qui l'a trouvé.
Moi, j'avais plein d'autres idées. Je voulais faire du toucher-coucher, je voulais, ami amant parent, j'avais plein d'autres idées. Ah oui, il y a qu'à coucher, couche-toi là. Bref, le mieux, c'était quand même toucher-coucher, mais bon, il y avait comme une petite note de non-consentement derrière. Du coup, coller serré, c'est très bien. C'est le premier jeu qui dope ta complicité de couple après bébé. Et quand je parle de complicité psychique et physique, puisqu'on travaille ce jeu avec une sexologue qui s'appelle Margot Théroux. Et donc le jeu, il a des cartes à la fois plutôt conversation et des cartes à la fois plutôt action. Et du coup, l'idée, c'est d'aborder ou de réaborder la sexualité dans un couple en postpartum ou pendant la grossesse, donc en gros toute la période périnatale, de manière hyper décontractée, Ok. sans aucune pression, de manière hyper fluide, pour que ça ne soit plus un tabou et que s'il y a des peurs, des craintes, des choses qu'on veut plus faire et tout ça, en fait, le jeu puisse provoquer une occasion de le dire simplement, plutôt qu'au moment où on ressent une pression et que, je sais plus quelles sont les statistiques des femmes qui se forcent, euh, mais que soit on se force, soit on réagisse et on blesse son partenaire parce qu'on réagit mal. Enfin, voilà. L'idée, c'est que vraiment les deux puissent se retrouver autour d'un support qui permet la conversation. Et donc, dans les exemples de cartes action, on a euh, laisse un message sur mon répondeur avec une voix de téléphone rose. Bonjour. Imagine le mode d'emploi d'un orgasme. D'accord. En combien de pages? J'ai Ça dépend à travaillé... quel point t'es doué. Ah, j'ai travaillé la répartie, t'as vu? Ouais, pas mal, ok. Voilà, donc il y a plusieurs cartes un peu comme ça, puis des cartes un peu plus conversation, un peu plus pour toi quel a été le dernier moment, enfin le dernier souvenir qu'on a passé ensemble, tout ça. Enfin, bon, le jeu est toujours en cours d'écriture, donc j'ai pas toutes les cartes précisément en tête, mais voilà, l'idée c'est vraiment et la conversation et l'action, euh, et en espérant que ça puisse aider les couples à passer cette partie. Ouais. J'ai plus les stats en tête, mais c'est vrai que 25% l'arrivée d'un enfant, c'est 25%? des couples qui se séparent dans l'année qui suit une naissance. 25%, donc c'est quand même assez énorme. Et puis même ceux qui se séparent pas, ben, c'est vrai qu'on peut parfois aussi se perdre de vue hein, quand tu as un, deux, trois, plus, même plus d'enfants. Bon, tu as l'impression que parfois tu deviens une tâche ménagère ambulante ou, ou que c'est que de la logistique et qu'il n'y a plus que ça, quoi. Donc ouais, c'est Ouais. intéressant. Après, notre but, c'est pas forcément que les gens se séparent pas. Moi, je j'ai pas la prétention de dire qu'un jeu va permettre de rester ensemble, et je crois pas non plus qu'il faille absolument tout le temps rester ensemble à tout prix. Je pense que voilà, tout le monde peut imaginer le genre de scénario dans lequel il vaut mieux pas rester, euh, sans les citer, mais voilà. Euh, Plutôt, moi, je dirais que l'étape qu'on cherche à franchir, c'est un peu ce qu'on a découvert avec mon mari alors nous, on a eu des jumeaux en premier, donc c'est particulier, mais en gros, au début, tu es un couple, et puis après, tu as les enfants qui arrivent, et donc tu deviens parent. Et après, il y a une troisième phase qui doit arriver et qui peut mettre du temps, c'est de devenir un couple de parents. Et en fait, nous, on est sur la phase, la transition entre le couple et entre le parent et le couple de parents. Et cette étape, elle peut être plus ou moins douloureuse, elle peut laisser plus ou moins de traces, alors que parfois les deux vivent des choses difficiles, ou des choses pas si difficiles que ça, mais juste ils n'arrivent pas à se reconnecter. Et donc le jeu, en fait, c'est un super moyen pour ça. Et il sort quand ce jeu? Il sort début mars ou mi-mars, selon à quel point je suis en retard, euh, sur Ulule en campagne de pré-vente. Tu vas encore nous gratter du cash, quoi. Donc, je vais vous gratter du cash, mais j'ai des super partenaires puisque j'ai Lancino qui va nous filer des produits pour les premiers packs et j'ai aussi Goliath, une marque de lubrifiant, d'huile de massage bio made in France, qui va aussi nous filer des produits pour mettre dans les packs. Donc, si vous entendez ce podcast et que la campagne n'est pas encore lancée, ou que vous le voyez, et que la campagne n'est pas encore lancée, ou qu'elle est en démarrage, eh ben, filez prendre vos packs. Il y en a clairement pas pour tout le monde. Parce que petite astuce d'entrepreneur, pour négocier des partenariats, demandez des petites quantités plutôt que des grosses. C'est plus difficile de dire non. Voilà. Et si c'est trop gros, vous pourrez quand même vous huiler la rondelle avec les huiles de Goliath, bien sûr. Génial. Je t'ai donné le nom du jeu. Je t'ai donné la sexologue, quand même, le contact de la sexologue. Ouais.
C'est vrai? Tu m'as recommandé Margot, ouais, ouais, tu la connaissais pas, mais d'ailleurs, je lui ai écrit, je lui ai dit, «J'ai quelqu'un qui t'a recommandé à moi, lui te connaît, mais toi tu le connais pas». Je pense qu'elle a dû te prendre pour un fou, mais elle m'a quand même dit: «Faudra que je lui écrive quand même à ce mec-là pour le remercier». Ah, quand même. Bon, ça va. Bon, j'attends des goodies, hein, Margot. De la part d'une sexologue? Tu veux quoi, une consulte? Ouais, C'est ça? peut-être. Ouais. Peut-être. Ok. On passe à la deuxième mi-temps, Célina, si tu veux bien. Alors, tu nous as parlé justement de ton aventure, entrepreneuriale, la tribu Café Couche. Il y a pas mal de belles choses qu'on a vues ensemble. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet quand même essentiel, c'est l'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Alors que tu sois salarié ou entrepreneur, aujourd'hui, le fait est que tu es entrepreneur. Alors, comment ça se passe? Surtout que tu disais que tu as 3 enfants. Comment tu as réussi à, ou comment tu n'arrives peut-être pas à cumuler les deux, tout en sachant que tu as eu des jumeaux, puis un troisième enfant? Comment ça se passe ta vie? Mal. Non, alors être entrepreneur, c'est un équilibre compliqué, avec ou sans enfants. Être parent, c'est un équilibre compliqué en étant entrepreneur ou non. Donc globalement, être entrepreneur parent, c'est compliqué. Mais ça dépend beaucoup d'avec qui tu fais ça. Moi, je suis pas seule, j'ai un mari. Et donc ce mari, eh ben, il prend largement sa part, voire une bonne partie de la mienne. Et en fait, il est très présent, malgré le fait qu'il ait un poste aussi qui nécessite beaucoup de temps. Mais du coup, c'est une sorte de jeu d'agenda. Pour cette semaine, toi, tu es absente quel soir? Moi, je suis absente quel soir? Et puis, j'essaye de mettre des règles. Je fais beaucoup de salons. J'essaye de ne pas être absente plus de un week-end par mois. Tu n'arrives pas trop, hein? Ben, c'est-à-dire que là, je viens de recevoir une demande ce matin qui me redemande d'être absente au mois de mars. Et j'hésite alors que j'ai déjà un week-end d'absence. François, il va apprendre ça sur le podcast. Vas-y donc, franchement. Tu lui as dit ou Mmh, pas? non, j'ai pas encore dit, j'ai pas encore vu. Avec la charge mentale qu'il a, le pauvre. Le pauvre. Alors il y a le week-end absent, le premier week-end, il sera avec moi, donc il n'y aura pas de charge mentale, ce serait pour mes parents. Mais c'est un équilibre compliqué. On a deux choix dans ce cas-là, je crois. On peut pleurer sur le temps absent avec nos enfants, ou on peut se réjouir de l'exemple qu'on montre à nos enfants, qui est qu'en se donnant du mal, eh ben on arrive à faire des choses par soi-même, en voilà, en travaillant dur, on peut tracer son chemin, tracer sa route, et que c'est un chemin qui est possible. Il y en a d'autres, et c'est très bien, et il faut choisir celui qu'on veut. Mais que quand on veut choisir ce chemin-là, il est laborieux, il est parfois douloureux, mais il est possible. Alors toi, tu dis ça aujourd'hui, je pense que, parce que peut-être tu es dans une situation financière, personnelle confortable, mais est-ce que tu penses que c'est le cas pour d'autres mamans qui voudraient se lancer peut-être et qui nous écoutent, qui nous regardent? Est-ce que tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut-il se permettre ça? Je ne sais pas ce que tu appelles une situation financière confortable. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, moi, je vis sur les revenus de mon mari. En tout cas, il fait vivre notre famille pour l'instant. Bouh! Euh, Mais j'en ai aucune honte, parce que quand lui, il passait son concours pour obtenir ce poste-là, c'est moi qui m'occupais de faire tourner la maison, etc., pour qu'il ait suffisamment de temps pour ça. Donc, c'est une sorte d'équilibre. Pour tout te dire, j'ai grandi avec un père qui a très bien réussi sa carrière et une mère qui a très bien réussi jusqu'au jour où elle s'est arrêtée de travailler pour suivre son mari. Et mon père m'a toujours dit, toute notre vie, il nous a dit, je n'aurais jamais pu faire la carrière que j'ai faite sans votre mère pour gérer tous les à côté. Et donc, je suis très en phase avec le fait de vivre au crochet de mon mec, comme on pourrait dire. Moi, ça me gêne pas du tout. Par contre, mon mari il a un revenu confortable. Il n'a pas du tout un revenu aisé. C'est le gros mythe. On pense que vivre au crochet du mari, ça veut dire qu'il a un énorme salaire et qu'on roule sur l'or. En fait, pas du tout. On a juste organisé notre vie pour l'optimiser financièrement. On dépense très peu. On part pas en vacances à Pétaouchnok. On Mmh. est très heureux dans notre vie, mais on dépense peu. Et Voilà. merci la CAF. Et la CAF ne contribue pas Comment à une ça? grande hauteur. Ah, à une grande hauteur, oui. À une Mmh. grande hauteur. Et Mmh. la CAF ne contribuera plus bientôt quand ma fille rentrera à l'école. Donc,
En fait, nous, on vit sur les revenus de mon mari et le reste, on considère que c'est des à côté. Moi, j'ai été entrepreneur, donc c'est faux de dire que je vis complètement sur le revenu de mon mari. J'ai géré aussi ma trésor d'entrepreneur, de sorte à cotiser au chômage, de sorte à avoir un congé maternité. Et du coup, j'ai du chômage de cette activité d'entrepreneur pour encore 60 jours aujourd'hui. Le temps presse, France Travail. Non, non, mais c'est pas France Travail, là, c'est juste moi. Oui. J'arrive à la fin du chemin, mais c'est bien normal, j'en ai bien profité et j'ai optimisé ce que je pouvais comme je pouvais. Et puis, bah, le jour où on n'aura plus ça, et ben, il y aura autre chose qui prendra le relais ou pas. Et voilà. Moi, les chefs d'entreprise qui se lancent en se disant, faut absolument que je me dégage un salaire de temps dans, je sais pas, de X milliers dans les prochains mois parce que sinon, en fait, ma famille coule. Bah, c'est sûr que ça, c'est une pression que je ne connais pas parce qu'on a pu organiser notre vie de famille de sorte à ne pas vivre ça. Ok, je comprends. Et tu parlais de tes enfants, donc ta fille qui va rentrer à l'école bientôt. Quel âge ils ont tes enfants aujourd'hui? Mes enfants ont quel âge? Eh bien, j'ai Hugo et Martin qui ont 6 ans et demi, donc ils sont en CP, qui apprennent à lire tous les petits mots que je laisse traîner dans la maison. Donc tu vois, quand j'ai une super idée d'entrepreneur et que je me note: «Tiens, au fait, pour le coller serré, il faudrait que je me fasse une carte comme ça» et que je le note sur un post-it, sachant que mon bureau est entre le salon et la salle à manger, heu, comment te dire que maintenant il faut faire gaffe à ce que je laisse traîner? Et ma fille, elle s'appelle Rose et elle a 2 ans et demi. Voilà. Le Et Terrible tout. le terrible tout, écoute, pas tant que ça. Si tu considères qu'elle se comporte comme une gamine de 18 ans, elle est juste normale, tu vois. Ouais, donc t'es en plein dedans. Et tu parlais rapidement de dépression postpartum. Est-ce que tu veux revenir sur ça, l'impact que ça a eu sur ta vie et ton activité? J'ai fait une dépression de postpartum à l'issue de la naissance de mes jumeaux pour plein de raisons. D'abord, le système est fait que quand tu as des jumeaux, c'est très dur de les faire garder. C'est très, très dur. Ça te coûte supra cher. Et alors là, si on parle d'optimisation financière, tu as le choix en gros soit d'aller bosser, de laisser une bonne partie de ton revenu aux impôts, une autre partie à la garde, et c'est tout, que ton salaire il disparaisse comme ça, ou tu as le choix de ne plus travailler et de du coup payer moins d'impôts, d'avoir de la CAF pour t'aider à payer et de passer du temps avec tes enfants. Bon, c'est pas la partie passer du temps avec les enfants qui m'a fait choisir ce plan-là. C'est plutôt la partie je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que quand je suis tombée enceinte de mes jumeaux, j'étais au chômage et donc je me suis retrouvée à être refusée de crèche, à avoir des assistantes maternelles qui ne me convenaient pas ou qui coûtaient beaucoup trop cher. Donc je les ai gardées pendant 1 an et en fait je me suis retrouvée très isolée. J'avais du soutien quand même de temps en temps, mais je crois que on peut avoir beaucoup de soutien, on peut être très bien entouré et quand même se sentir très seul. J'avais une prof de première qui disait on est toujours seul dans la souffrance. Moi, c'est une période de grande souffrance. L'année qui a suivi mes enfants, l'arrivée de mes jumeaux, parce que d'abord il y a une souffrance mentale, enfin d'épuisement. 2 enfants, moi jusque 6 mois, ils dormaient pas au même rythme. Ils dormaient en décalé. Je sais pas si tu imagines ce que c'est qu'un enfant qui s'endort quand l'autre se réveille et que l'autre s'endort. Mais c'est à vouloir les jeter par la fenêtre. Enfin, il y a pas de, c'était terrible. Ah, le manque de sommeil, c'est vraiment la pire des choses, hein. Pour moi, en tout cas, dans la parentalité, c'est vraiment le plus dur, en tout cas. Ben, nous, on a découvert, on dit avec mon mari qu'on a découvert pourquoi la privation de sommeil, c'est une forme de torture dans certains pays. Et on a aussi découvert ce qu'était l'épuisement émotionnel et affectif qu'on n'avait jamais vécu avant, en fait. Donc j'ai passé une année difficile et puis j'ai pas été hospitalisée, c'est pas une dépression de postpartum hollywoodienne. J'ai pas fait de mal à mes enfants, je ne me suis pas fait de mal, j'ai juste été dans le mal. Mais c'est aussi ça la dépression du postpartum, c'est pas forcément hyper cliché. Il y a juste beaucoup de fois où je me suis dit mais peut-être que je devrais aller sonner à la porte des urgences en demandant de me faire hospitaliser pour je ne sais quelle raison. Peut-être que là je me reposerai.
où je me suis réveillée en me disant: «Oh, mais en fait, quand tu es mère, tu pas de genre, arrêt maladie, genre ça existe pas». Et et puis un entourage autour qui comprenait pas forcément. J'ai eu du mal à voir mes enfants, donc ils comprenaient pas pourquoi, je vivais pas bien, l'arrivée de ces enfants. Mais en fait, Ouais, c'est pas toujours bien compris, hein, ouais, par mais l'entourage. en fait, ça a rien à voir. Mmh. Ça a juste, rien à voir, tu dors pas, peu importe comment tu t'es retrouvée à ne pas dormir. Bah oui. Mmh. Et puis, ma fille, alors donc moi j'ai perdu un bébé entre les 2. D'accord. Entre mes jumeaux et ma fille, j'ai eu un arrêt naturel de grossesse, une fausse couche. Et puis après, je suis tombée enceinte de ma fille. J'étais très heureuse de l'arrivée de ma fille. Ça s'est passé dans une grande douceur, bien que un peu hospitalisée sur les, enfin hospitalisée et déclenchée parce qu'il y avait une arythmie cardiaque, etc. Et donc voilà, on craignait qu'il y ait un problème. Mais finalement, l'accouchement s'est très vite passé, très bien passé. La péridurale a bien fonctionné, pas trop dosée. L'équipe était super. J'avais un peu l'impression d'être à la maison. Enfin, moi, j'avais fait le tour de la maternité 4 ans avant. Je savais où j'allais, je savais ce que je faisais. J'ai dit à Sacha, je dis, vous inquiétez pas, je vous appelle quand la telle sort. Enfin bref, j'étais très confortable. J'ai passé des suites de couches très bien parce que cette fois, je m'y étais préparée, je savais à quoi m'attendre. Parce que cette fois, je me suis occupée équipée, pardon, de petites douches intimes ou des choses comme ça. Choses que vous pourrez gagner pendant la campagne Ulule. Euh, de Lancino en plus. Lancino, c'est vraiment une marque qui me tient à cœur et que j'ai utilisée à titre perso à ce moment-là, qui m'a fait beaucoup de bien. Comme quoi, il y a des marques qui... Non, mais en fait, il y a vraiment des marques des fois qui peuvent te faire du bien dans ton quotidien. Bref. Et donc, l'arrivée de ma fille s'est très bien passée. Après, quand on est retourné à la maison, qu'on a récupéré 2 grands, du coup, là, je me suis rendu compte que je me disais, ouais, 4 ans d'écart, c'est cool. Et puis après, je me suis rendu compte que 4 ans d'écart entre des jumeaux et une troisième, ça voulait dire 3 enfants en 4 ans. C'était un peu tard, du coup, pour changer d'avis. Donc, c'était sportif. Mais ça se passait bien jusqu'à la veille des 2 ans de ma fille, où elle a été hospitalisée pour une bronchiolite. Et là, je me suis retrouvée. C'est dur ça, hein. En fait, j'allais à l'hôpital à côté de là où on était en week-end en me disant de toute façon, j'y vais juste pour un check-up. Je trouve qu'elle fait le balancier. Mes copines m'ont dit, j'ai un oncle pédiatre, des copines sages-femmes, puères, machin. Donc, bon, on m'a dit, ouais, le balancier, c'est pas super cool, Célina. C'est quoi le balancier? Au moment de la respiration, le ventre se creuse, le torse se bombe et inversement, ça se creuse et le ventre se... Voilà. Voilà, OK. Ça, c'est pas bon. Si vous voyez ça, c'est pas bon. Allez aux urgences, genre tout de suite. Voilà. C'est vraiment pas bon. Si vous êtes en hiver, que vous voyez ça chez votre bébé, n'attendez pas la fin de cette vidéo. Ça ne vaut pas le coup ce qu'on va se raconter. Allez-y. Et donc, mais je vais aux urgences avec cette petite voix médicale, entre guillemets, de mes proches qui me dit, ouais, c'est pas top. Tu vois, tu sais, ces gens qui veulent pas t'effrayer. Et donc, je me dis, bon, je fais un check-up. Au pire, ils me disent, il faut la garder ou il faut la traiter ou un truc comme ça. Et je leur dis, ouais, pas de problème, je la mets dans ma caisse et on fait 1 heure de route et on retourne à côté de chez nous et on va à l'hôpital plus près de la maison, ce sera pratique. Ah bah, pas du tout. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé ce jour-là, mais en fait, ils m'ont pas laissé repartir. J'ai tout cherché à négocier. J'ai toutes les techniques possibles et inimaginables pour je sais pas, enfin, j'étais prête à payer un hélicoptère quoi pour rentrer près de chez moi. Je sais pas comment je l'aurais payé, mais j'étais prête à le faire. Et en gros, ils m'ont dit, et je pense que je l'entendais pas, et heureusement que je l'entendais pas vraiment comme ça à cette époque-là, sinon ça aurait été pire, mais ils m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, votre fille est pas en état d'être transportée, quoi. Ouais, ouais. Alors que Ouais. moi, j'étais là, Mouah C'est violent, hein, c'est violent. Pour l'avoir vécu aussi, ouais, c'est terrible, hein. ouais. Mmh. Mais en fait, moi, j'étais dans une forme d'inconscience. Euh, donc voilà, donc j'ai passé 1 semaine à l'hôpital avec elle, où du coup, je ne voyais plus mes autres enfants. Et en plus, du coup, on était à 1 heure et demie de route de là où on habite. Et en fait, du coup, mon mari, du coup, il venait nous voir un jour sur 2, en même temps qu'il s'occupait des enfants, qu'il travaillait. Et du coup, un jour sur 2, il se faisait 3 heures de route dans la voiture. Et moi, j'avais cette immense angoisse qu'il lui arrive un accident de la route. Donc, je me disais, ben, j'ai un bébé qui va peut-être mourir, un mari qui va peut-être mourir sur la route, et derrière ça, il faudra sauver les meubles avec les 2 grands. Voilà, c'est un peu l'ambiance dans laquelle j'étais. Bonne ambiance. Bonne ambiance, bonne humeur. Mais l'équipe était très bien. Je m'entendais bien avec les infirmières QR. Je passais entre guillemets un bon moment avec elles. On bavardait quand elles pouvaient parce que les conditions de travail à l'hôpital sont très particulières. Euh,
Et puis finalement, on est sortis et on avait une fête de famille. On a fait la fête de famille. Personne n'avait le droit de toucher Rose. Il y avait que sa marraine et moi. Je l'avais mise dans les bras de sa marraine et j'avais dit personne ne touche ma fille. Et on a rendez-vous 1 ou 2 jours après cette fête avec la pédiatre. Et la pédiatre me dit, bah, en fait, votre fille, elle a une dette calorique. Alors, je découvre ce terme-là. En fait, ça veut dire que ma fille, elle aurait dû prendre du poids. C'est pas juste elle a pas pris suffisamment de poids, c'est qu'elle est en retard. Enfin, c'est pas un retard de poids, c'est qu'elle est en dessous de ce qu'elle devrait être. En gros, un bébé à cet âge-là, ça grossit de jour en jour. Moi, en une semaine, elle n'avait pas pris 1 gramme. Bon, bah, tous ceux qui ont eu un enfant de 2 mois voient que normalement la course, ça doit faire fiou, Ah oui, oui, bien sûr. plus ou moins fiou, mais quand même, ça peut pas rester plat, quoi. Et ça a été assez violent parce que du coup, je l'allaitais, il a fallu la mettre au biberon, qu'il a fallu que je me mette à tirer mon lait et tout ça. Et là, j'ai commencé vraiment à être pas bien, à sombrer, me reprocher qu'elle ait eu la bronchiolite à cause de moi, tout ça. Et en fait, c'est ma pédiatre, enfin, c'est la pédiatre de ma fille plutôt, qui au bout de quelques mois, un jour me dit, mais en fait, stop, vous arrêtez tout. Vous foutez la paix. Vous ne voyez pas dans l'état dans lequel vous êtes, mais vous foutez la paix, vous arrêtez tout et vous allez au plus simple, au plus facile. Et je pense que sans ça, je, je m'en serais moins bien sortie. Et d'où l'importance d'entourer les jeunes parents, puisqu'en fait, quand on est dans le mal, en fait, on le sait pas soi-même, et on va dire mais non, ça va, mais t'inquiète, mais c'est normal, mais non, mais non. Oui, puis on se dit: «Ça va aller, ça va passer, ça va bien se passer» et Et puis puis en fait, voilà. il y a une forme Mmh. de déni qui nous permet aussi de continuer. Mais c'est le rôle de l'entourage de le faire de la manière la plus intelligente possible, sachant qu'il n'y a pas de bonne manière. Il y a a priori que des mauvaises manières. Mais bon, il y a un jour où, on ne sait pas pourquoi, ce sera les bons mots, la bonne personne, le bon moment. Et ça fonctionnera, quoi. OK. Donc elle s'en est sortie, tout est rentré dans l'ordre et aujourd'hui, tout va bien, on peut le dire? Aujourd'hui, tout va bien. Elle a une fragilité pulmonaire, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle tombe plus facilement malade. Mais globalement, ouais, ouais, tout va bien. Et la vie d'entrepreneur dans ces moments-là et la vie de couple, comment ça se passe? On oublie un peu, j'imagine, ça se met entre parenthèses? Bah, c'est difficile à dire. L'hospitalisation a duré 1 semaine. Donc en 1 semaine, oui, tu mets tout en pause, globalement. Mais bon, c'est qu'une semaine. Donc voilà. Ensuite, moi, c'est arrivé au moment où j'étais encore en congé maternité. J'étais à mon compte, mais j'étais en congé maternité, donc j'avais pas de boulot à reprendre. Je crois qu'en vrai, là, à ce moment-là, c'est pas vraiment plus dur que tu sois entrepreneur ou pas. C'est juste dur tout court. Enfin, quand tu as un boss à qui rendre des comptes, c'est pas plus facile que quand tu dois pas t'arrêter de travailler parce que tu as des choses à faire. Enfin, dans les 2 cas, en fait, quand tu es salarié, bah, tu as du confort financier dans ce moment-là où tu te prends pas la tête en te disant au moins je sais que j'ai mon salaire. Quand tu es entrepreneur, tu pas ça. Quand tu es salarié, ben, tu as ton boss qui te demande quand est-ce que tu rentres, qui a besoin d'organiser, tu as peut-être des projets qui te sont retirés et tout ça. Tu as interdiction de travailler si tu es arrêté. Alors que quand tu es à ton compte, bah, tu peux avoir la liberté de travailler de temps en temps parce que ça te fait du bien, parce que ça t'aère. Donc, en vrai, à ce moment-là, tu es juste dans le mal, hein. Et on va terminer par le SAV LinkedIn, Célina. C'est un peu comme le service après-vente des émissions, Célina. Est-ce que tu te rappelles de cette fabuleuse émission? C'est marrant parce que c'est pas comme si tu faisais une blague tous les 3 matins sur mon mari qui s'appelle François et que tu appelais François le Français. Service après-vente LinkedIn? Oui, bonjour, Célina Butin-Écart. Oui, c'est elle. Vous êtes bien la fondatrice de la tribu Café Couche? Tout à fait. Voilà, j'étais justement sur LinkedIn et je regardais un petit peu vos posts parce que je les trouve toujours très inspirants pour les entrepreneurs comme nous. Mmh. Et je regardais votre post publié hier. Oui. Alors vous disiez, depuis la création du Yak à Faucon, la tribu Café Couche, j'ai développé un sixième sens pour les petites phrases assassines, surtout celles faites aux jeunes parents. Jusque-là, tout va bien. Mais je me suis vite rendu compte que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas épargné par ces commentaires, disons, bien intentionnés, entre gros guillemets. Devenir entrepreneur, c'est comme ouvrir la porte à tous les conseils non sollicités de l'univers et soudainement, tout le monde a un avis sur comment gérer votre business. Et là, il y a une phrase qui m'a interpellé, chère Célina.
Par exemple, sur la rémunération, combien de fois ai-je entendu: «Ah bon? Tu te payes toujours pas? Mais tu vis comment?» Et là, je me suis dit: «Ah ouais, quand même». Je vais demander à Célina, une, entrepreneuse de talent, on va dire, comment elle vit et comment elle se paye de son activité? Bah, je couche. Ah! Et tu bois du café? Café couche? Merci pour votre réponse, Célina. Heu, non, mais c'est une question nulle, c'est que les gens te posent tout le temps, «Et tu te payes? Et quand est-ce que tu te payes? Et» comme si, le fait que toi tu te payes ou non, ça allait définir s'ils allaient se payer ou non. Ouais, et du coup, tu te payes ou pas? Hem et du coup, non, moi je me paye pas. Ah voilà. Alors je me paye pas, mais normalement, j'attends depuis, hier soir la réponse, pour un dossier et si j'ai le oui de ce dossier que j'attends depuis 4 mois et demi, Mmh. je me payerai. Donc tu vois, si on avait enregistré l'émission genre, 3 jours plus tard, je suis sûre que je pourrais dire: «Oui, je me paye». Mais là, aujourd'hui, je te dis: «Non, je me paye pas». Et comment je vis? Bah, écoute, simplement, mais bien. D'amour et d'eau fraîche. Ouais et comment je le vis? Je le vis très bien, parce que j'ai aucun ego derrière l'argent et que j'ai fait le choix dans ma société de payer d'autres personnes avant moi, pour être sûre de pouvoir, plus me payer plus tard. Oh, c'est beau, c'est beau. C'est beau ce que tu dis et ça sera la phrase de conclusion de ce super entretien. Alors Célina, merci beaucoup d'être passée chez les Papapoules by Floun, cette nouvelle mouture façon un peu LinkedInesque, avec plein de contenus, actionnables, très marketing, et grâce à ça Scalable, salable, et vous ressortirez bien sûr beaucoup plus entrepreneur qu'auparavant, je pense, et surtout avec une fibre parentale bien plus prononcée. Merci Célina. Où est-ce qu'on peut te retrouver? alors, sur la toile, on on peut me retrouver, sur le site internet latribucafécouche.com, sur Instagram, la tribu, _café couche. Café couche, ça s'écrit avec un K à café et un K à couche parce que sinon c'est trop simple. Et on peut me retrouver sur LinkedIn évidemment, puisque tu viens de le dire, au nom de Célina Butin-Icard. Ça je vous laisse, trouver l'orthographe tout seul, vous me mettrez un peu de temps. Hem Et on peut retrouver mes produits, dans quelques boutiques en ligne et quelques boutiques physiques, 2 à Rouen, 2 en région parisienne et d'ici à la diffusion de ce podcast, dans plein d'autres boutiques, j'en suis sûre. Quant au Papa Poule by Floun, du coup, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Ocha, sur LinkedIn, sur les Papa Poules classiques, hein, puisqu'on existe toujours, sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, Facebook, sur X, sur Blue Sky et sur, comment ça s'appelle? Threads. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi. On espère que vous avez apprécié ce nouveau format et on vous embrasse. Salut tout le monde!